Bonjour, Romain Morard. Bonjour Pierucci. Alors, vous êtes tous les jours, depuis plus d'un mois maintenant, sur la matinale de la radio RTS, la première. Vous êtes, on peut dire, littéralement immergé dans le Covid-19 et on se demande quand vous en sortez un peu la tête. Est-ce que vous résistez à cela au fond? Comment ça se passe pour vous? Je sors pas la tête, pas du tout. Non, non, c'est 24 heures presse sur 24, sachant que je me lève à 2 heures du matin. La première chose que je fais, c'est regarder les chiffres. La dernière chose que je fais en couchant, c'est plus ou moins à l'heure où les chiffres français tombent, hein. Vous savez, tous les soirs, il y a le ministre français de la Santé qui donne ses chiffres. Donc non, pour répondre à votre question, j'en sors jamais. Je passe mes journées à lire des articles. Il y a eu un moment, je dois avouer, où c'était presque trop au niveau émotionnel, ça devenait presque angoissant. Les nouvelles étaient tellement tout le temps mauvaises qu'il ne faut pas non plus se laisser complètement submerger. Maintenant, ça va beaucoup mieux, mais c'est vrai que ça ne s'arrête jamais. Non. Alors maintenant, vous êtes en congé, si j'ai bien compris. C'est ce que j'ai entendu en tout cas à la radio vendredi matin. C'est ça. Comment ça fait en fait? C'est le grand vide, c'est la décompression, c'est la décompensation, je ne le souhaite pas. Comment ça se passe pour vous? Non, alors, euh, ce matin, j'ai déjà lu Le Figaro. J'ai lu toute la matinale du Monde pour vous dire que non, j'ai toujours de la peine à me déconnecter de l'actu. Et puis là, c'est vraiment un effort que je dois faire, que je vais faire. Par exemple, j'écoute pas ce que font mes collègues parce que sinon, c'est vraiment que je suis encore au travail. Par contre, je profite pour aller voir ce que font les confrères ailleurs dans le monde. Je dois avouer qu'hier, j'ai téléchargé une quinzaine de magazines. Je devrais pas, hein, mais c'est difficile. C'est difficile en règle générale et ça l'est encore plus avec ce Covid parce qu'on a envie de savoir, on a envie de connaître, on a envie de voir ce qui se fait ailleurs. Et ouais, j'ai une semaine en effet de congé. Je vais essayer de m'améliorer sur le reste de la semaine. Mais on vous sent quand on vous écoute à l'antenne ou on vous voit à la télévision d'ailleurs le matin, hein, puisque les deux options sont possibles désormais, qu'on a l'impression que vous êtes galvanisé, vous êtes extrêmement alerte, vous êtes hyper éveillé, vous avez le bon mot, la bonne répartie. Et au fond, on a l'impression que vous gérez ça un peu comme les news ordinaires et que voilà, c'est un peu le business as usual, sauf que voilà, c'est du Covid. Alors, est-ce que c'est le cas ou pas? Est-ce que l'actrice supplante la journaliste par moment? C'est pas du tout business as usual parce que vous aurez peut-être remarqué, si vous écoutez souvent la matinale, on a nos journaux et puis on a des moments particuliers qui sont un invité aux alentours de 7h15, un invité aux alentours de 7h30 et puis ce qu'on appelle nous un éclairage, un moment où on s'arrête sur un thème aux alentours de 7h22. Et ça, en règle générale, on essaie toujours d'avoir 3 points de vue, 3 sujets différents. Parfois, on fait un focus sur une matinale spéciale, mais c'est rare. Or là, depuis mi-mars, début mars, mi-mars, ces 3 points de la matinale et tout ce qu'on met dans nos journaux sont exclusivement du Covid-19. On ne parle que de ça. Et c'est pas parce qu'on a décidé de parler que de ça, c'est simplement parce que, bah, vous le savez, le monde qui nous entoure, que ce soit la culture, l'économie, la politique, tout est touché par ça. Dire que je ne suis pas moi-même touchée par ça, c'est faux. Mais je suis journaliste et je suis pas là pour qu'on entende peut-être mes craintes, mes angoisses, mon ras-le-bol, ma fatigue. L'auditeur, il s'en fiche. L'auditeur, il veut, un, être informé et en plus, à un moment très particulier de sa journée, c'est-à-dire au réveil. Donc, on peut pas être on essaye en tout cas de pas être trop angoissant, tout en donnant de l'information et je pense que si nous qui sommes à l'antenne, on transmet un malaise, on le transmet à tout le monde. D'ailleurs, j'ai beaucoup de retours de gens qui me disent, merci pour le soleil dans la voix, merci pour la bonne humeur. Je pense que c'est aussi important parce que sinon les les gens qui sont dans une situation très compliquée, qui peuvent pas sortir, les personnes âgées, on sait que les gens qui nous écoutent aussi ont une moyenne d'âge peut-être un peu plus élevée que 35-40 ans. Je crois qu'on doit pas être, comment on dit? Anxiogène, même si Donc, les vous êtes nouvelles le sont. grave dans l'information et en fait, par contre, dans le ton, vous voulez être stimulante, légère. Enfin, il faut jouer sur ces deux éléments. Non, mais je crois que je suis comme ça, en fait. Je joue pas tellement. Je joue pas, je suis comme ça. Je me réveille tous les matins à 2h30 et si je tire la gueule, ça peut pas aller. Si Valérie Droux tire la gueule en face de moi, ça n'ira pas non plus. J'ai déjà plus personne autour de la table. On a dû mettre David Berger à l'autre bout de la Suisse romande. Mes chroniqueurs sont chez eux. Je peux plus avoir d'invités à table.
peut-être qu'en effet, il y a quelque chose qui naturellement, je sollicite un entrain au très fond de Parce que moi vous êtes un peu le pour dernier garder des un peu mieux. Mohicans, là, à la radio, si je comprends bien. C'est Eddie Petitnègre, là. Il y a plus que moi maintenant à table le matin. Est-ce que Non, la mais rédaction a été touchée par le Covid-19? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été mis en quarantaine, qui ont été malades ou qui sont malades? il y a des gens qui ont été mis en quarantaine. Je ne sais pas le chiffre exactement. Ça, c'est la rédaction en chef le sait. On a assez régulièrement des nouvelles de Laurent Caspary, notre rédacteur en chef, qui nous dit pas précisément le nombre et je ne sais pas qui exactement, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les gens sont chez eux. On a des gens qui font du terrain, qui continuent de sortir. Il y a des perches qui permettent de garder la distance au moment des interviews. C'est notamment notre rubrique régionale, hein, qui fait ce travail-là. On a beaucoup, la plupart des gens sont en télétravail, donc qui ont appris à faire des interviews avec WhatsApp, avec d'autres systèmes, des interviews, des papiers enregistrés. Donc ces gens-là, on les voit plus. Donc s'ils sont en quarantaine, à la limite, je le sais même pas, puisque s'ils continuent de travailler parce qu'ils sont pas malades ou qu'ils n'ont pas de symptômes trop forts, je le saurais pas. Je sais qu'on a été touché. En revanche, le nombre de vraiment malades Covid, je n'ai pas connaissance dans ma rédaction, par exemple. Mais peut-être que ça nous a pas été communiqué. Le, Votre façon de travailler, alors vous venez de le dire, hein, tout le monde est délocalisé, travaille depuis à distance, depuis chez soi. Vous êtes au studio, isolé, quelque part, presque en quarantaine, Ouais, ouais. si je comprends bien. Est-ce que ça a vraiment, est-ce que ça a un impact sur la qualité, sur l'efficacité des émissions? Quel est le principal obstacle, au fond, dans ce nouveau dispositif? Alors moi, après, je fais des séances, au lieu de faire les séances de rédaction après ma matinale, hein, normalement, on a toujours des débriefings, puis ensuite des séances de rédaction qui nous amènent au lendemain. Ça, je le fais plus chez moi, comme on le fait là, hein, par Zoom ou par Skype. C'est évidemment, mais comme pour tout le monde, moins pratique parce qu'on n'a pas le contact visuel, on n'a pas le contact humain. Ça, c'est un petit peu plus compliqué, mais je trouve que ça se passe encore pas trop mal dans l'organisation. Ce qui est compliqué, c'est pour les journalistes. C'est clair qu'avant, ils sortaient, ils allaient faire une interview. C'est quand même la base de notre métier, qu'aller sentir ce qui se passe dehors, parler avec les gens, leur tendre le micro, essayer d'obtenir quelque chose. Ça, évidemment, c'est plus compliqué. Moi, je trouve qu'on se débrouille pas si mal, mais évidemment, c'est peut-être pas moi qui doit le dire, mais je trouve qu'en termes de journaux, par exemple, on a beaucoup de sujets, on entend quand même les gens. Ça, évidemment, c'est fait par téléphone. Je trouve que ça marche bien. En revanche, ce qui fait aussi le sel d'une matinale, c'est d'avoir des gens autour de la table, des invités. Nous, on insiste souvent pour que l'invité de 7h30, même si c'est très tôt et s'il est genevois et qu'on sait que c'est difficile de passer la Versoix à 6h30 du matin ou qu'il est valaisan ou que sais-je, on leur dit venez parce que si vous êtes autour de la table, non seulement pour répondre aux questions de David Berger, c'est mieux d'avoir visuellement la personne en face. Après, il y a la presse et tout ça. C'est vrai que ça, on a perdu parce que là, ça fait je ne sais plus exactement combien de jours que les gens viennent plus pour garder les distances, pour justement pas qu'on soit en contact avec nos invités. Ça, je trouve qu'on perd un peu. Une interview Skype, ce sera jamais la même chose qu'une interview avec la personne en face de vous. Alors, vous l'avez dit, tous les matins, vous recevez d'innombrables personnalités, à distance bien sûr, mais vous êtes immergé là-dedans, vous échangez avec ces gens. Si vous deviez attribuer aujourd'hui le prix de la communication claire, transparente, efficace à l'un de ces interlocuteurs, est-ce que vous arrivez à en citer une? Je sais que c'est difficile. Quelqu'un qui vous a vraiment marqué parce que vraiment il était assez extraordinaire dans sa façon d'être très convaincant, peut-être dans sa façon de présenter les choses. On a eu Valérie Dacremont, qui est, je ne veux pas dire de bêtises, hein, elle s'occupe des maladies infectieuses au CHUV. Hein. C'est une femme qui a vraiment, comme on dit, les mains dans le cambouis là, par rapport à ce virus, puis qui a beaucoup travaillé aussi en Afrique sur Ebola. Donc, elle a une vision aussi d'autres réalités face à des épidémies. Et elle, je l'ai trouvée vraiment très claire, aussi très humble dans sa manière de dire ce qu'elle ne sait pas. Et puis assez bienveillante envers nos politiciens en disant j'aimerais pas être à leur place parce que souvent voilà les médecins disent des choses, les politiciens disent d'autres choses, mais elle en tout cas elle avait cette bienveillance de dire ok nous on fait notre job mais j'aimerais pas prendre les décisions qui vont avec. Elle je l'ai trouvée très bien. On a eu aussi le Et directeur bienveillante, si vous me permettez juste, bienveillante à l'égard des médias, si je me souviens bien, parce que j'ai entendu à votre antenne, et il me semble qu'elle disait les médias font vraiment du bon travail. Pour vous, c'est important ces moments d'avoir ce genre de retour aussi. Vous voyez, je me souvenais même pas qu'elle avait dit ça. Oui, c'est important parce qu'on a un rôle quand même assez particulier, peut-être nous encore plus le service public, c'est-à-dire qu'on doit quand même relayer une information
qui va toucher clairement la santé des gens. Moi, au début, j'avais de la peine, je dois vous avouer, mais avant les mesures du Conseil fédéral, quand je voyais, mais autour de moi, par exemple, autour de mes parents, parce que mes parents, évidemment que ça faisait déjà un moment que je leur disais par rapport à ce qu'on savait et ce qu'on lisait, vous devez pas voir les gens, vous devez vous laver les mains, etc. Mais quand je voyais les amis de mes parents, qui sont donc dans une zone d'âge plus à risque, faire un petit peu n'importe quoi, ça m'agressait un peu, ça m'énervait. Je me disais: «Mais alors, on fait ils nous écoutent pas ou on fait pas bien notre job?» Je ressentais très fort cette notion de devoir. Il faut qu'on fasse passer le message, il faut qu'on fasse comprendre ce qui est en train de se jouer parce que les conséquences seront énormes. Et ça, c'était avant vraiment les grosses mesures du Conseil fédéral. Donc oui, il y a en ce moment le sentiment de devoir qui est très fort, de faire juste, de faire bien, d'être à la hauteur du mandat qu'on a. Et pas seulement moi, hein, je crois que c'est vraiment toutes nos équipes. Mais vous parlez de mandat. Alors, RTS, vous êtes le service public. Est-ce qu'en période d'urgence, comme c'est le cas aujourd'hui, vous avez un mandat, une mission particulière? Ou est-ce que vous sentez avoir une mission particulière? Oui, je sens. Je suis pas sûre que mes confrères de la presse écrite privée n'aient pas le même sentiment. Mais moi, en tout cas, je le sens très fortement. Oui, oui, bien sûr. Je le sens aussi parce que les gens nous écoutent, les gens nous disent, les gens nous questionnent. On a un nombre incroyable de mails de gens qui posent des questions très, très concrètes. Alors, on n'est certainement pas les bons interlocuteurs, mais on essaye d'y répondre quand même. Oui, oui, bien sûr, je sens fort le mandat. Comment ça se passe avec l'audience? Alors, on sait que les sites Internet des Ouais. médias en général, hein, des journaux, etc., la télévision, l'audience explose. Est-ce que c'est aussi le cas à la radio? Alors, en tout cas, notre site internet RTS Info, oui, j'ai évidemment pas les chiffres, pardon, parce que c'est pas totalement mon business, hein, comme on dit. Je sais que les chiffres du site internet sont très bons. Je sais par mes confrères de la télé que les chiffres des audiences télé aussi, notamment du TJ, eux, ils ont leurs audiences dès le lendemain. Ils ont un système de calcul qui leur permet de savoir tout de suite, d'arriver à jauger tout de suite les audiences. Nous, malheureusement, en radio, ça prend plus de temps. C'est-à-dire qu'on sait après 3 mois quelles étaient les audiences 3 mois en arrière. Je dis malheureusement, je ne sais pas exactement pourquoi c'est comme ça, mais je sais que c'est comme ça. Du coup, on n'a pas là la photo, si vous voulez, des audiences. On sait en revanche que les audiences télé de la matinale sont très bonnes. C'est-à-dire que les gens vont encore davantage allumer la télé, ce qui peut paraître aussi parfois un peu bizarre d'allumer la télé pour regarder la matinale. Il y a quand même passablement de gens qui font ça et ils le font encore plus pendant cette période. Pour le reste, il va falloir qu'on attende un peu. Moi, je ne sais pas trop comment ça se passera parce que la matinale, elle s'écoute aussi beaucoup dans la voiture. La radio le matin s'écoute beaucoup quand on se déplace et les gens se déplacent moins. Donc peut-être qu'il y aura un petit bémol à ce niveau-là. Je ne sais pas du tout. Donc, vous êtes immergé, on l'a dit, dans le Covid, euh, et vous êtes service public. Quels sont vos rapports, au fond, avec le pouvoir aujourd'hui? Est-ce que vous avez encore la distance critique qui est nécessaire pour des journalistes face aux messages du Conseil fédéral, face aux autorités? C'est une bonne question. On a eu, nous, sur nos antennes, on a dû diffuser, et ça, c'est partie du mandat, hein, des messages audio après, à chaque heure, hein, pendant plusieurs jours, des messages audio enregistrés, un message de la Confédération. Donc là, c'est clairement pas notre message, c'est le message de la Confédération qui utilise, parce que c'est un droit, nos antennes pour faire passer un message. Après, il y a le message qu'on fait passer nous. Et vous avez raison, il y a un moment où on se pose la question, est-ce que je dois être critique maintenant? Est-ce que je crois que oui, on essaye tout le temps de l'être, de se questionner. Est-ce que la politique prend les bonnes mesures? Après, moi, j'ai toujours un peu de peine avec le yaka faucon. Il aurait fallu qu'on fasse ça. Et puis moi, si j'avais été au jeu. Ouais, non, humilité, je pense, pendant cette période. En tout cas, c'est ce que je ressens. Euh, j'ai eu Alain Berset vendredi matin. Alors oui, on lui Alors, soumet vraiment les questions. c'est lui qui s'est invité ou c'est vous qui l'avez invité? Parce qu'il est partout à Lamberset actuellement. Alors, c'est vrai que c'est à la fois un privilège pour la RTS de le voir aussi souvent, parce que vous n'avez aucun problème à avoir un conseiller fédéral, ce qui est un peu plus difficile en temps ordinaire. Hein. Mais est-ce que finalement, il s'annonce en disant, écoutez, ce soir, c'est un peu mon tour ou comment ça se passe? Alors non, nous, on l'avait pas eu encore en matinale à Lamberset parce que c'était pas le bon horaire. Ça faisait un moment qu'on voulait l'avoir. Pour être totalement honnête, on aurait aimé l'avoir la semaine précédente parce que juste avant Pâques. Et puis là, comme on savait qu'il venait avec des mesures le jeudi, on a essayé de négocier pour l'avoir le vendredi matin pour pouvoir justement répondre à des questions assez concrètes. Moi, je me dis, ce téléphone qui n'arrête pas, je me dis que je dois aussi lui poser les questions que les gens se posent.
Et non, non, c'est pas lui qui s'est invité là, c'est nous qui l'avons, invité. Après, vous savez, un conseiller fédéral, c'est pas forcément le pardon monsieur Berset, c'est pas forcément l'invité en or parce qu'évidemment qu'il a un wording, évidemment qu'il a sa com et puis que vous pouvez lui poser 37 fois la question, il va toujours, voilà, rester dans les clous. Il va pas venir là critiquer ses collègues du conseil fédéral, ça paraît assez clair. Mais enfin, Donc, voilà, l'idée, c'était quand même de lui demander, bah, voilà, sur les écoles, c'est pas clair, monsieur Berset, le déconfinement, les masques, les tests, vous les avez, de pouvoir poser ces questions-là. vous avez le droit, en tout cas, à la critique, en tout cas, à l'interpellation. Et vous l'utilisez vraiment ce droit, d'après vous? Oui, Ouais. oui. Bah, si on le faisait pas, je crois qu'on ferait pas on ferait pas notre job. Après, si la question c'est: «Est-ce qu'on a de la retenue en cette période particulière?» Je crois pas. Je crois pas, non. J'ai pas l'impression, j'ai pas il y a pas une question que j'aurais aimé poser, si vous voulez, et que j'ai pas osé poser, vraiment. Vous qui dévorez les journaux à longueur de journée, précisément, et qui êtes aussi avec, beaucoup avec des communicants, justement, euh, est-ce qu'il y a des différences notoires et visibles entre la façon de traiter des sujets? Est-ce que vous diriez qu'il y a des bonnes pratiques, des moins bonnes pratiques, ou est-ce qu'il y a des très bons exemples? Parlons de presse maintenant, peut-être. Je crois que j'ai pas tout à fait compris la question. Est-ce que Est-ce que la façon dont la presse aujourd'hui mmh traite la question du Covid-19 vous paraît convaincante? Est-ce qu'elle répond à ce qu'on peut attendre aujourd'hui de la part des journaux traditionnels? Parce qu'on ne va pas parler de ce qui mh. circule sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai le sentiment, oui, que la presse fait vraiment bien son job. Je trouve que la particularité de cette crise, c'est que ça dure. En général, on essaye tous de faire quelque chose d'original, de trouver des angles originaux sur certains sujets. Sauf que là, ça fait tellement longtemps. Au bout d'un moment, quand vous avez écrit 3 fois le papier sur, c'est dur le télétravail, comment je vais gérer mes gosses pendant le confinement, que vous avez écrit sur quelle immunité, qu'est-ce qu'on sait de l'immunité, que vous avez fait un papier sur, que sais-je, les soins intensifs. On est tous, si vous voulez, je trouve qu'on fait tous un peu la même chose, mais pas forcément en même temps. Parce qu'il y avait l'urgence des annonces au départ, ça c'est clair, on a tous traité. Et après, on était dans cette espèce de ventre mou de l'information où on vit une période totalement étrange, totalement nouvelle. Et puis on essaye tous de trouver des angles, mais à la fin, vraisemblablement, on a un peu tous fait la même chose. Essayer aussi d'envisager le monde d'après, aller voir des philosophes, aller voir des médecins. Enfin, en plus, en Suisse romande, on a un petit, il faut être clair, un petit réservoir d'infectiologues, d'épidémiologues. Enfin, on fait tout ça. Et je pense que la particularité cette fois, c'est que voilà, ça s'étire. Et là, très honnêtement, Mais vous avez c'est pas l'impression fini. d'arriver un peu en bout de course en termes de possibilités, au fond, d'intéresser vraiment les gens avec des sujets Covid, qui finissent d'ailleurs par être un peu anxiogènes aussi. D'ailleurs, c'est une des critiques qu'on fait aux médias. Oui. Vous contribuez à l'anxiété qui circule. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bon, moi, les feel-good sujets, pour faire des feel-good sujets, comme on les appelle, c'est pas mon truc, si vous voulez. Je sais qu'il y a plein de gens qui trouvent que c'est bien, il y en a qui développent ce journalisme constructif très bien. Nous, dans la matinale, on n'est pas là pour plomber les gens, mais il faut quand même informer. Alors, on essaye de temps en temps de faire entendre des sons peut-être, voilà, peut-être un peu plus positifs, mais il faut dire ce qui est. On est en train de vivre une crise monstrueuse au niveau sanitaire, incroyable au niveau économique. Les gens vivent quelque chose de jamais vu, ça va durer. On n'a pas de vaccin, on n'a pas de traitement. Économiquement, on va vivre un truc 2 fois plus dur que la crise de 29 et même de 2008. Alors ouais, on est peut-être anxiogène, mais juste c'est le monde tel qu'il est en train de se produire. Après, est-ce qu'on arrive en bout de course pour répondre à votre première question? Je pense que c'est difficile à un certain moment de se renouveler parce que ça va être un monde, totalement changé qui dure. Donc il va falloir à un certain moment qu'on se distancie. Nous, pour être très concret, à un certain moment, est-ce qu'on va continuer encore longtemps à avoir nos 2 invités de la matinale, plus le sujet, d'éclairage sur le Covid-19? Peut-être que ça va évoluer maintenant. Peut-être qu'il y a un Vous êtes- semblant de normalité qui va revenir. Vous n'avez pas l'impression que le ton est en train de changer? On voit qu'avec le déconfinement, il y a des nouvelles questions qui se posent, il y a beaucoup plus de controverses, il y a de la polémique. Oui, Est-ce oui. que le retour des enfants à l'école, c'est possible? Que faut-il faire dans les EMS, etc. Est-ce qu'on ne va pas revenir là à quelque chose de plus confrontationnel aussi dans les médias? Peut-être, mais parce qu'en fait, on n'aime pas l'incertitude. Or, il y a rien qui est clair.
Je lisais encore ce matin là, dans le Figaro, que ce soit sur les enfants, que ce soit sur l'immunité des gens. Hein. Est-ce qu'ils sont immunes d'une fois qu'ils ont contracté le coronavirus? Il n'y a rien qui est clair. Et c'est ce que disait aussi Alain Berset, c'est ce que disait Laurent Kaiser sur notre antenne cette semaine. Il va falloir vivre avec cette incertitude. Le fait que les médecins, que les politiciens n'auront pas réponse à tout et sur des points essentiels. Et puis, ben, il y a cette deuxième vague qu'ils vont essayer d'éviter. Mais si elle revient, on sera reparti avec nos mêmes sujets. Est-ce que le fait qu'il y ait cette incertitude, justement, rend le travail des médias plus difficile? Parce qu'au fond, un média est là pour établir des faits. Et Ouais. factuellement, il y a un certain nombre de choses, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas résolues aujourd'hui. Ouais. Est-ce que quel est le rôle des médias là? C'est donner tous les points de vue simplement? D'aller chercher d'aller vraiment chercher, je pense, les sources les plus fiables qui soient, et en mettant en exergue, et qu'en effet, les scientifiques entre eux ne sont pas forcément d'accord sur tout. Et puis qu'après, dans la gestion d'une crise comme ça, sur des bases scientifiques qui ne sont pas totalement claires, ils le disent, hein, ils ont très peu de recul. On a des politiciens qui, ensuite, par leur sensibilité politique, par leur sensibilité personnelle aussi, parce que je pense que cette affaire de Covid-19 touche chacun dans nos peurs, dans nos angoisses, dans nos rapports à la vie, notre rapport à la mort, à nos parents. Enfin, tout ça fait qu'ensuite les décisions politiques seront prises sur la base de faits qui ne sont pas complètement sûrs. Et puis après, vous avez le journaliste. Et lui-même, il est confronté peut-être à ses angoisses, à ses craintes, à ses convictions profondes. Vous côtoyez des journalistes aussi. J'imagine que vous voyez bien qu'on n'a pas tous la même vision de cette situation. Et je crois que nous, il faut qu'on fasse attention à sourcer vraiment qui on met à l'antenne, de qui on relaie les propos, et puis les chiffres, essayer, et Dieu sait si c'est compliqué dans cette crise, de mettre en perspective les chiffres qu'on donne. très C'est compliqué en tout un effet, parce qu'on travail. pense que on voit que les journaux qui utilisent beaucoup de journalisme, de data journalisme Ouais, aujourd'hui, ils si font on un super regarde les job chiffres, aussi. effectivement, on voit des tableaux qui ont des approches très différentes. C'est vrai qu'on peut faire dire aux chiffres de diverses choses, évidemment, selon l'approche Ouais. qu'on choisit. Euh, une dernière question pour vous, Madame Morard, avant de vous laisser partir un peu en congé dans vos journaux et vos émissions. Euh, Ouais. votre rêve du sujet de post-déconfinement, de retour à la normale, est-ce que vous avez quelque chose que vous auriez envie de faire journalistiquement pour un peu vous nettoyer la tête en quelque sorte? Je pense que vous y songez pas tous les jours, hein, mais Donc le sujet que j'aimerais faire? oui, qu'est-ce qui vous plairait de faire comme autre sujet que le Covid-19 Ah! aujourd'hui, si votre mission c'est de faire autre chose, sachant que voilà, c'est plus une actualité aussi forte qu'actuelle. Mmh. Mais vous pensez sincèrement qu'on arrive à se projeter dans un monde qui n'aura plus été touché par ce Covid-19? Parce que la question que vous me posez, en fait, toutes les pistes que là, ma tête est en train de chercher ont un rapport avec l'après Covid-19. Je crois Parce qu'en fait, je que pense que c'était une des options possibles, effectivement. ouais, Donc là, on est tellement, si je vous entends, vous êtes tellement dans le sujet que finalement, c'est devenu une obsession. non, c'est que en tout cas actuellement, et je pense, j'ai pas de chiffres, je veux pas dire bêtement des chiffres comme ça, mais tant qu'il y a pas de vaccin, tant qu'il y a pas de solution à ça, nos rapports humains sont changés. Là, il y a une crise économique, très forte que vont subir, les gens qui nous entourent et la presse. Dieu sait si la presse est concernée. Il y a plus de sport, je peux pas vous faire un sujet sport. La culture est arrêtée, la musique est arrêtée. Je me projeter à après tout ça, ça me semble, Alors, je vous demande pas l'impossible. Quel est votre moyen de détente favori pour en sortir un peu? Vous êtes en congé là, qu'est-ce que vous faites? j'ai 2 enfants de 5 et 8 ans. Alors, ça n'a rien à voir avec la détente, mais je vous garantis que qu'eux, ils en ont rien à faire du Covid-19, et qu'actuellement, ils sont totalement passionnés et fascinés par Star Wars, qui est des films que je n'avais jamais vus jusqu'à présent. Je suis obligée de regarder ça parce que sinon je comprends rien de ce qu'ils me disent, et que là, on est en plein Star Wars, et que donc je lis un livre de Thomas Negaroff, qui est un journaliste, français qu'on entend souvent sur France Info, qui a écrit justement tout un livre sur, voilà, les États-Unis et ce que Star Wars en dit. Donc vous voyez, c'est mon La guerre échappatoire aussi. là en ce moment, c'est Princesse Leia et Dark Vador, quoi.
Très bien. Bah, écoutez, je vous souhaite bonne détente, si on peut dire, et puis surtout Merci. bonne suite d'émissions de la matinale. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci à vous. Merci bien. Merci.